Ok, donc on va passer, allez, 1 heure grand maximum pour parler de ce sujet, qui est un sujet hyper important en expérience utilisateur, c'est l'animation d'ateliers de co-conception. Alors pourquoi c'est important? Alors déjà, je vais donner quelques définitions d'abord, mais en fait, ça fait souvent partie du scope de l'UX designer, et même en tant que user researcher, vous allez souvent être amené à faire partie d'ateliers ou carrément les animer vous-même. Et du coup, l'idée, c'est de donner une définition de quoi on parle. Alors, les ateliers de co-conception, ça s'inscrit dans un cadre théorique qui s'appelle le design thinking. C'est en gros une approche de l'innovation qui fait une synthèse entre l'analyse, enfin la pensée analytique et la pensée intuitive. Donc, c'est un peu nouveau, et notamment quand on vient d'une discipline scientifique comme c'est mon cas, où on a du mal à intégrer qu'il y a une différence, c'est quoi ce que ça veut dire analytique et intuitive. En gros, c'est favoriser la créativité, favoriser l'ouverture d'esprit avec des méthodes que vous allez voir aujourd'hui. Donc ce process souvent s'utilise en impliquant l'utilisateur final, ou en tout cas ses retours, ou en tout cas des insights tout au cours du process. Donc là, je vous ai mis une façon de présenter design thinking avec les 5 étapes les plus connues que vous verrez à chaque fois. Mais je ne vais pas vous faire un cours sur le design thinking, donc je vous invite à aller chercher des informations un peu plus loin si vous en souhaitez. Mais voilà, design thinking, c'est vraiment ça, c'est mélanger la pensée analytique et la pensée intuitive pour plus de créativité. Une autre définition qui est importante pour vous, pour pas que vous mélangiez vos pinceaux, c'est ce que c'est qu'une table ronde. Donc une table ronde, c'est quand plusieurs participants vont échanger autour d'une problématique qui est guidée par un animateur. Donc souvent, il y a une trame d'animation, on va réaliser des exercices, on va répondre à des questions, on va exprimer un ressenti. Et voilà, un atelier de co-conception ou de co-design ou de co-création, vous allez voir ces 3 mots fréquemment employés. On voit plutôt co-design en anglais en général. C'est en fait comme une table ronde, mais cette fois-ci, il y a un objectif de production de solutions. Donc on est vraiment là pour faire quelque chose ensemble. On va solliciter les théories d'intelligence collective pour faire ça bien. Donc seul, on va vite, mais plusieurs, on va vraiment plus loin dans les idées. Donc ça, on peut le faire à plusieurs échelles. Donc là, vous avez complètement à gauche, on a créé une plaquette de communication avec des collaborateurs en interne. Donc il y avait des responsables techniques, des responsables communication, des responsables marketing, des designers qui étaient là. Plutôt que de dire bah, c'est le designer qui a fait sa plaquette dans son coin, bah, on l'a fait tous ensemble. Donc on a donné plein de différentes versions de la plaquette actuelle. Et puis on a dit bon, on va mélanger tout ça pour en faire une plaquette sur un format énorme. On a pu itérer, donc les groupes avaient fait 3 propositions et du coup choisir la meilleure, et c'est la plaquette qui existe aujourd'hui. Donc ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est avec des utilisateurs. Donc là, c'était sur la Nintendo Switch, où on réfléchissait sur comment faire un super jeu de société sur la Nintendo Switch. On a fait 3 groupes. Et les utilisateurs, ils utilisaient le diagramme café, dont je vous reparlais ultérieurement, pour dire bah, c'est quoi les fonctions qui sont des prérequis sur un jeu de société sur Nintendo Switch, c'est quoi les fonctions qui sont motrices de l'expérience, et quelles sont les fonctions qui sont plutôt nice to have, cerise sur le gâteau de toutes ces fonctions-là. Donc par exemple, pouvoir se connecter en ligne, est-ce que c'est un prérequis, etc. Les utilisateurs, bah, ils ont pu écrire tout ce qui leur semblait être un prérequis, un moteur, etc. Et nous, on a pu avoir 3 présentations différentes, et essayer de converger, voir sur quoi on était d'accord, pas d'accord, et ça nous a amené des super insights. Et au final, ils ont designé le jeu de société idéal sur Nintendo Switch. Donc voilà, il y a plein de façons de le faire. Alors, parmi ces méthodes de co-conception, je ne peux pas aller plus loin sans vous parler du design sprint. C'est une méthode qui est, je pense, c'est un mot-clé encore aujourd'hui, même si ça fait des années que ça existe. Donc le design sprint, c'est une méthode qui a été inventée par Google, qui est inspirée par le design thinking, évidemment, et qui comporte 5 étapes. Alors 5 étapes, usuellement, si on suit le bouquin de Jack Knapp, donc ces 5 étapes, c'est d'abord comprendre qui est l'utilisateur, donc on va s'intéresser à lui, donc on va récupérer les insights, on va créer des personnages sur le premier jour. Le deuxième jour, on va diverger, c'est-à-dire que par rapport à ces problématiques de cet utilisateur, qu'est-ce qu'on peut venir générer comme idée? Le troisième jour, on décide, parmi toutes les idées qu'on a eues hier, lesquelles on va mettre en œuvre. Le quatrième jour, on va prototyper ces idées-là. Donc, par exemple, on va faire un jeu dessiné au crayon pour commencer à prototyper. Et puis, le cinquième jour, on va le tester et le valider. Alors ça, c'est la méthode classique du design sprint. Il faut savoir que c'est très lucratif. Et je trouve que 5 jours, il y a énormément de perte de temps, il y a énormément de perte d'énergie. Rester concentré 5 jours d'affilée sur une thématique, c'est chaud. Et je préfère limite étaler sur un mois et faire chaque lundi, plutôt que de faire 5 jours d'affilée en général, parce que c'est épuisant, cet exercice-là. Et du coup, il y a plein de parties qu'on peut faire en chambre, c'est-à-dire pas hors de l'atelier de co-conception. En tout cas, voilà, c'est la méthode classique de design sprint qu'il faut que vous connaissiez, en tout cas en termes de culture. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire de la co-conception? C'est parce que déjà, quand vous êtes en co-conception, vous allez avoir plus d'idées. Alors nous, on a eu un record de 432 user stories qui ont été générées en 2 sessions de workshop de 4 heures, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on est capable de générer X idées ensemble, les affiner, les peaufiner ensemble.
vous verrez que la qualité des idées, souvent sur l'atelier co-conception, est aussi meilleure que si je fais ça toute seule. Ça m'est arrivé, et je suis quelqu'un d'assez, j'aime beaucoup travailler toute seule, de générer plein d'idées, etc. Et il suffit de challenger avec un collègue, avec lequel on va sourire en confiance et dire voilà, c'est mon idée, qu'est-ce que tu en penses? Si c'est constructif, l'idée que vous allez avoir après juste un simple échange va être meilleure. Alors imaginez quand on fait un atelier co-conception avec des utilisateurs qui vont carrément donner votre feedback sur votre idée à vous, ou même des collègues avec qui vous n'avez pas l'habitude de travailler. Donc c'est génial. C'est aussi un très bon outil là, pour fédérer les équipes. Moi, ça m'est arrivé de faire des faux design sprints, qu'on passe du bon temps ensemble à réfléchir. Parce qu'honnêtement, c'est très agréable de faire ces moments-là d'échange. On est tous autour d'une table et on va réfléchir. Autre raison, ça crée des consensus qui sont durables. Alors souvent dans les entreprises, et vous sans doute vous commencez à l'appréhender un peu, les gens ne sont pas d'accord entre eux, puis certains ne le disent pas, donc on apprend plus tard qu'il y a enfin c'est un peu Game of Thrones, avec des jeux de pouvoir un peu dans tous les sens et du coup quand ça sort d'un atelier de co-conception, tout le monde est d'accord. Parce qu'on se l'est dit ensemble, parce qu'on a tous voté ensemble et c'est le moment de dire s'il y a un désaccord. Une fois que c'est fait, c'est formalisé, il y a un compte rendu qui est fait et c'est trop tard pour le faire et donc ça force un peu à créer un consensus. Et puis, comme je disais, ce côté fédérer les équipes, c'est souvent un bol d'air frais par rapport au quotidien où on sort un peu de la routine, on est tous sur notre PC à enchaîner des lignes de code ou à faire des Excel ou à faire des prototypes. Ben là, on prend un temps ensemble pour discuter, pour échanger. Donc voilà pourquoi c'est aussi important. Allez, on va voir maintenant les fondamentaux de l'atelier de co-conception. Alors, pourquoi faire un atelier de co-conception? Souvent, si on vous dit et ça, je pense que s'il y a un truc à retenir aujourd'hui, c'est juste ça. Si jamais on vient vous voir, on vous dit: «Je veux faire un atelier de co-conception, un design sprint ou n'importe quoi, demain pour créer la solution», essayez bien de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait un atelier de co-conception? Pourquoi cette méthode-là? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de traiter ta problématique? Est-ce que c'est pas juste un benchmark qu'il faut faire? Et du coup, souvent, moi je fais faire un brief, donc je formalise, parce que pas de brief, pas de chocolat. Ça, c'est mon adage. Quand c'est une étude, quand c'est un atelier, si vous n'avez pas un brief qui est formalisé, qui est nickel, ne vous lancez pas dedans, vous allez perdre du temps, vous allez vous discréditer, vous allez juste vous épuiser pour rien. Donc ce brief, il doit être formalisé et surtout validé. Ça peut arriver, et je pense que vous l'avez tous peut-être vu, où quelqu'un vient vous missionner sur un projet, et puis en fait, c'est pas lui qui avait l'autorisation ou le mandat de vous missionner là-dessus. Vous vous retrouvez à créer un atelier, à vous mobiliser, à créer de l'énergie, et puis un jour, il y a un mec qui arrive qui dit pourquoi tu fais ça, c'est pas ton sujet, et puis hop, on arrête tout. Et ça arrive extrêmement souvent sur les ateliers de co-conception. Parce qu'il y a quelqu'un qui a entendu que c'était à la mode et qu'il a envie de le faire. Donc ça, le brief, il doit être clair, on ne fait pas un atelier de co-conception pour rien, il faut vraiment qu'il y ait un objectif. Deuxième élément, votre meilleure arme, et que c'est valable sur l'atelier comme sur votre user research, c'est de poser des questions. Et votre question préférée, ça va être le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on me demande de savoir ça? Pourquoi est-ce qu'on me demande de faire un atelier? Et grâce au pourquoi, vous allez souvent trouver la vraie problématique. Alors, des exemples de très bons sujets sur les ateliers de co-conception. Concevoir un jeu idéal sur Nintendo Switch. Donc ça s'y prête parfaitement. Créer une application type Uber pour regrouper des actions humanistes ou humanitaires. Mettre en pratique l'idée de faire un escape game à l'Élysée. Donc vous allez pouvoir avoir des idées, le confronter avec d'autres personnes. Améliorer le parcours utilisateur de Decathlon, omnicanal. Et des sujets plus drôles que j'ai déjà présenté en atelier, c'est proposer de nouveaux services pour fidéliser les abonnés de marque Dorsel Vision. Et donc ça, c'est des problématiques qui s'y prêtent vraiment très bien. Voilà, on a posé un petit peu la problématique, on arrive sur le brief ici. Et donc maintenant, votre job en tant qu'animateur d'atelier, ça va être de créer des exercices pour arriver à ce livrable-là. Et vous verrez, c'est pas si facile que ça. Mais bon, j'ai encore quelques minutes pour l'expliquer. Avant de vous donner quelques outils, derrière, et je vous enverrai un PDF avec plein d'outils qui vont vous servir aussi, il faut savoir qu'un atelier de co-conception, vous pouvez le faire en équipe, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est chouette quand, par exemple, on a des problématiques d'application métier, quand il faut fédérer les gens, quand il faut réfléchir à des services de demain. On peut le faire aussi avec des utilisateurs. Donc là, c'était en Chine, donc j'ai eu la chance d'aller en Chine pour justement travailler sur les textiles de Decathlon. Les utilisateurs prenaient différents morceaux de textiles, les assemblaient ensemble, disaient ça match avec ça. Ils allaient voir dans les coloramas, ils choisissaient les couleurs, ils faisaient des harmonies eux-mêmes, et c'était hyper intéressant, hyper riche. Donc ça, par exemple, Nintendo, construire le jeu idéal, c'est un bon moyen de faire un atelier. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez aussi le faire avec des experts. Et ça, c'est chouette. Ou même maintenant des influenceurs, ça, je le fais aussi pas mal. Donc les experts, en fait, quand, par exemple, vous devez créer, j'en sais rien, le nouveau service pour Via Michelin, là, on va peut-être faire venir des experts des gens qui gèrent des parkings, des experts des gens qui gèrent des sites de vente de produits. On fait peut-être venir la partie Michelin qui est experte en pneus pour voir si on peut trouver des solutions avec eux. Et du coup, on va faire aussi venir des experts en technologie, nouvelles technologies, des experts en intelligence artificielle, des experts en tendance. On mélange tout ce beau monde dans un workshop-là, et ça va créer vraiment des idées d'extrêmement grande qualité, parce que ces gens qui viennent à ce workshop, ils viennent avec un background où ils sont complètement à l'aise avec ce qui se passe d'un point de vue techno, d'un point de vue 5G, etc. Ils vont nous amener beaucoup d'anticipation dans les idées qu'on va avoir. Les experts, en général, pour info, on les paie entre 600 et 900 € pour la journée.
de workshop et des fois on regarde, enfin c'est vraiment une action rentable, comparé à tout le temps qu'on peut passer à faire un benchmark sur les nouvelles technologies, ça c'est vraiment une très bonne idée. Par exemple sur les jeux de société, des fois faire venir des experts ou des influenceurs, ça peut être une excellente façon, plutôt que d'interroger 50 000 utilisateurs pour avoir des insights qui sont très qualitatifs. J'ai pas présenté les ambassadeurs, ça je le fais aussi, on l'a fait pour Le Petit Marseillais, où en gros on a fait venir des ambassadeurs pour co-créer, la gamme de gel douche, les petites créations. On a tout travaillé avec eux, les odeurs, le packaging, la couleur, la communication, on a tout travaillé avec elles sur 3 jours. Non seulement on a créé, des produits qui étaient super, mais aussi on a créé du contenu visuel. C'est-à-dire comme on a filmé, les utilisatrices, enfin les influenceuses pendant qu'elles présentaient ça, elles ont pu elles mettre sur leur Instagram où elles ont 100 000 vues, ou sur leur chaîne YouTube où il y en a 70 000, ces vidéos-là, elles ont pu aussi, gagner en influence, nous, faire connaître la marque derrière, enfin, en gros, c'était vraiment gagnant-gagnant. Est-ce que tu mixes les groupes en les types d'utilisateurs, enfin, est-ce que tu mets des experts avec des utilisateurs, avec des influenceurs, ou est-ce que tu fais des silos? Non, je mixe et en général, je mets un expert, un gars d'entreprise, un utilisateur dans le même groupe. Du coup, juste pour rebondir, si tu fais ces groupes-là, ça veut dire que ton atelier, tu peux pas le modérer toute seule? Si, Si? Ok, donc tu les si. laisses en Alors, autonomie. je vais vous donner une technique de ninja parce que je sais pas si Lali, tu m'avais vu animer des ateliers, Tom, tu m'as vu et tu m'aidais souvent aussi, hein, sur les ateliers où on le faisait un peu à 2, des fois quand en plus c'était à distance et peut-être que la prochaine fois je vous ferai, un spécifique sur, comment ça se passe quand c'est à distance. Parce que c'est aussi très intéressant de voir comment tout ça on va le transposer à distance, c'est tout à fait faisable. Il me faut une demi-heure pour expliquer comment on fait, mais en tout cas c'est faisable. Donc en gros, allez, je vais rentrer un petit peu dans le vif de l'organisation pratique. Un atelier de co-conception, pour avoir la paix en tant qu'animateur, parce que ça dure longtemps, il faut prévoir des exercices qui vous permettent de reposer un petit peu et de pouvoir tourner entre les groupes. Si vous êtes tout le temps en flux tendu sur la journée et que vous lancez un exercice, vous êtes en train de corriger, vous allez vous épuiser. Donc en gros, il faut laisser et gérer une bonne temporalité. Donc, moi, c'est cool parce qu'à Decathlon, on faisait déjà des ateliers depuis que j'ai commencé à bosser, donc j'en ai vu, j'ai quand même pas mal d'expérience. Je fais un truc que très peu de collègues font. Le premier, c'est que je fais de la préparation. Personne ne vient à mes ateliers s'ils n'ont pas préparé une mood board, un benchmark, etc. Donc la première partie du workshop, ça va être une restitution de quelque chose qui a été préparé en amont. Ça vient enrichir l'atelier et ça vient surtout amener des idées qu'ils n'auraient pas eues spontanément en live. Et donc ils sont plus focus sur la construction parce qu'ils sont déjà arrivés avec quelque chose qu'ils ont produit. Et en plus, ils sont extrêmement engagés dans l'atelier. Quand c'était pour Picard, par exemple, je demandais aux utilisateurs de venir avec une photo de leur frigo. Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur congélateur? On a regardé, ah bah tiens, c'est occupé, c'est pas occupé, est-ce que c'est toujours comme ça? Donc ça crée un support de discussion et puis on peut graviter autour de ça. Le deuxième astuce, c'est d'avoir des ateliers solo. C'est-à-dire qu'en gros, oui, toute la journée, on va réfléchir ensemble, mais à un moment donné, prendre 30 minutes pour aller cocher, pour aller choisir, pour aller faire des choses, pour dessiner en solo, ça permet aussi d'un peu occuper, de répartir le temps de parole, etc. Il y a des salles chez Made in Survey où il y a des caméras, enfin, des micros qui tombent sur chacune des salles. Et donc toi, tu peux te mettre derrière la vitre sans teint et écouter d'un point de vue très détaillé ce qui se dit dans chacun des groupes. Donc ça, c'est aussi une façon de gérer tout ça. Après, le maximum que j'ai fait en atelier, c'était 60 personnes, je crois, derrière à gérer en simultané. Ça, je pense qu'il faut quand même un assistant. Je l'ai fait sans, j'ai regretté. Enregistrer aussi ce qui est fait en live pendant les ateliers te permettra aussi de faire une restitution, alors que toi, tu es juste occupé à faire l'organisation. Donc il y a plein de petites techniques comme ça qui sont cool pour réussir à gérer ça, mais c'est de la pratique et puis il faut voir ce avec quoi vous êtes à l'aise. Moi, je suis à l'aise avec certaines techniques. Je prépare beaucoup en fait de choses où les gens n'ont plus qu'à coller et assembler. Moi, je prends en photo et puis derrière, ça se fait tout seul. Il y a même des entreprises qui ont développé des applications où en gros, tu scannes ton proto qui est dessiné et hop, ça le code directement et du coup, tu peux déjà pré-tester. Donc, il leur faut une demi-heure pour faire ça. Ben, l'après-midi, tu viens, tu testes ton application qui est directement codée à partir de ça. Et en fait, avec plein de techniques comme ça, tu arrives à vraiment fluidifier ta façon de faire les workshops. Alors, pour créer un atelier de co-conception, il y a ce diagramme-là qu'il faut que vous connaissiez. Je pense que c'est le deuxième truc à connaître de la présentation. En général, quand on co-crée, quand on essaie d'être créatif, on va d'abord faire une phase d'ouverture, où on va générer un maximum d'idées. Et là, on peut être farfelu, on peut sortir des trucs très couillons, très impossibles à faire. Genre, ouais, moi, pour le nouveau service de Via Michelin, je serai le premier à être sur la Lune, donc je vais mapper la Lune, et puis du coup, je vais créer une application où on peut tracer et repérer les routes qui ont été tracées sur la Lune par les différents trajets astronautes. Ok, c'est farfelu, ça sert à rien, mais c'est le genre d'idée qu'on tolère complètement sur un atelier de divergence. Parce que il suffit qu'à un moment donné, on vient de s'inspirer d'un élément intéressant, et hop, on l'injecte après plus tard. Ah ben ok, pas sur la Lune, trajet, ah, autre véhicule, donc ça va faire réagir les autres, et du coup, on va être très créatif.
Après cet atelier, cette phase d'ouverture, on va explorer. Donc on va sélectionner les meilleures idées en général et puis on va dire: «OK, ah, on veut faire ça, mais concrètement à quoi ça va ressembler? C'est quoi le bénéfice pour l'utilisateur? C'est quoi la promesse du service? À quoi ça va ressembler?» Et donc explorer, pardon, et ensuite on va venir converger. Parmi toutes ces idées-là, on va garder que le meilleur et on va essayer d'en faire une fusion, de garder, de faire émerger quelques petites idées que derrière on va pouvoir peaufiner. Donc ça, c'est grosso modo à quoi ressemble le schéma. Il y a d'autres étapes à intégrer, comme je vous le disais. Alors déjà, l'étape, que j'aime bien faire, c'est le icebreaker et le warm-up. Icebreaker, j'en parlais tout à l'heure, c'est ce qui permet aux gens de se connaître entre eux. Quand vous faites venir des influenceurs, des experts et des gens en interne, ils ne se connaissent pas avant le workshop. On va prendre quelques petites minutes ou par exemple, il y a une collègue qui fait ça, j'adore. Elle prend les cartes Dixit, qui est un jeu de chez Asmodée, qui sont très créatives. Et bien les gens en piochent 3 et avec ces 3 là, ils parlent de leur vie. Ils expliquent, «Bah, tiens, moi je suis quelqu'un qui est très rêveuse parce que machin chose. Ah bah tiens, c'est pas long, ça me fait penser au foot qui est une passion». Ils se servent des cartes pour faire ça. Il y en a d'autres où, en fait, on connaît pas nos prénoms et puis on se tourne dans la salle autour et puis à un moment donné, on dit, «Delphine» et hop, tout le monde doit pointer le doigt sur quelqu'un et il faut trouver qui est Delphine. Et souvent on se trompe, enfin voilà, on se marre. Je vous en montrerai d'autres aussi et du coup, l'idée, c'est de créer un peu de convivialité pour qu'on se sente à l'aise et créatif. Là, il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps qui montre que quand on se sent dans un climat de psychologie sécurisé, on va être beaucoup plus productif en termes de créativité. Et le warm-up, pour le coup, le warm-up, c'est quelque chose qui permet d'échauffer l'esprit pour être créatif. Après une journée de travail, vous êtes sans doute beaucoup moins créatif que, après, avoir fait un petit, temps calme, relax et cetera. On va essayer de conditionner la personne pour qu'elle soit très productive, sur l'exercice demandé. Si par exemple, on doit créer des phrases, on va faire un warm-up avec du lexical. Si on veut créer de la construction, on va peut-être faire un spaghetti challenge, parce qu'il faut construire quelque chose ensemble. En fonction de ce qu'on a envie de faire, il faut trouver le bon atelier. Je vous en présenterai 2, qui sont méga chouettes juste après. Ensuite, en général, on fait une phase d'objectif et de cadrage. On va rappeler, bah, tiens, l'objectif du workshop, c'est de faire ça. On est là de telle heure à telle heure. Vous coupez vos téléphones. S'il y a besoin de machin chose, on fera une pause. Donc, on cadre vraiment le projet. Ensuite, on fait souvent une phase d'inspiration qui est parfois bâclée. On dit: «On va travailler sur cette problématique-là, regardez toutes les informations qu'on a déjà dessus et ça va vous inspirer». Donc cette phase d'inspiration est souvent très importante, mais souvent bâclée. Donc ensuite, divergence, exploration, convergence, priorisation, parmi lesquels on choisit et plan d'action. Le plan d'action aussi, on le bâcle souvent. Ça sert à rien de faire un atelier s'il y a pas de plan d'action. Concrètement, après un atelier où on a une idée qui est finie et dans ce cas-là, on va la produire, ou on a une idée qui mérite d'être affinée, dans ce cas-là, on prévoit un rendez-vous pour l'affiner. Mais créer un atelier de co-conception sans prévoir derrière un plan d'action, bah, ça sert à rien en fait et du coup, il va pas y avoir de suivi, on aura juste passé un bon moment et derrière, il y a rien qui a été communiqué. Donc après, ça peut être juste la rédaction d'un compte rendu, la capitalisation, voilà. Mais bref, en tout cas, ça va jusque-là. Donc ça, c'est le déroulé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce qu'il est quand même assez important. Mmh. Déjà, comment tu gères, parce que tu disais, du coup, tu peux le faire toute seule. En plus de ça, tu disais avoir des ateliers de 60 personnes. Comment tu gères, du coup, le manque d'engagement? Mmh. Surtout, du coup, quand tu divises, parce que c'est ça que je te disais par rapport à avoir Mmh mh. dans chaque groupe, c'est en fait, des fois, tu lâches les gens dans les groupes Ouais. et 4-5 personnes qui font pas grand-chose, quoi. Ouais, alors ça, c'est clair. Alors déjà, premièrement, il faut faire le deuil. Sur 12 personnes, tu en auras 2 qui seront à peu près désengagées et tu auras beau faire ce que tu veux, ça va être compliqué. Ce qu'il faut juste, c'est que tu évites qu'elles te plombent ton workshop, ces 2-3 personnes-là. En fait, j'avais 2 personnes qui étaient absolument contre ce qu'on était en train de faire. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis ensemble pour qu'elles réfléchissent sur leur idée à elles. Voilà. Du coup, je les ai mis un peu à côté sur un truc qui nous servirait pas, mais au moins elles nous ont foutu la paix, elles étaient à fond, elles étaient contentes. Elles pouvaient rayonner d'une bonne énergie, mais elles ont pas plombé le workshop. Et en fait, vous allez voir, on en parlera tout à l'heure, mais quand vous animez un atelier, il faut être hyper observateur. Alors déjà, souvent, et je vous en parlais tout à l'heure, on fait du social engineering. Moi, je veux savoir qui j'ai dans mes ateliers avant. Donc je vais essayer d'avoir un maximum d'informations. C'est quoi son profil de personnalité? C'est quoi son, vous savez, sur, LinkedIn, il y a un petit add-on qui vous permet de savoir la personne. Mais en tout cas, ça donne déjà des indicateurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt proactif, sympathique, solo, performant, et cetera? Ça permet un peu de cadrer. Je me sers du icebreaker et du warm-up pour savoir avec qui je vais faire les groupes. Je jauge un peu les personnes là-dessus. Des fois, ça m'arrive de faire des icebreakers qui sont pas en lien avec, ce qu'il faudrait faire ou un deuxième warm-up quand je suis pas sûre que, j'ai bien trouvé mes groupes de personnes. Les gens appréciaient pas mal, le fait que pendant les workshops, il y avait une animatrice, moi je m'étais derrière la vitre et c'est moi qui faisais les groupes parce que j'observais le non-verbal, j'observais tout ça, pour faire en sorte que les groupes fonctionnent bien ensemble. Le spaghetti challenge, c'est la bonne façon de le faire. Où tu vois qui lead, qui subit, qui dit, et cetera. Après, ce qui est complexe, c'est qu'on t'oblige à avoir un manager dans les ateliers. Ça devient très compliqué et souvent je l'anticipe. Mais moi, je veux savoir qui vient dans mes workshops, sinon c'est pété. Préparer, c'est une bonne façon d'éviter ça. Après, pour engager, il y a plein de techniques.
Il y a le cadrage qu'il faut mettre aussi, et insister dessus. Moi, je le laisse afficher, je le dessine avant le workshop et je dis: «Voilà, chacun doit produire au moins 3 idées». C'est le cadrage. Si tu joues pas le jeu, excuse-moi, tu as rien à faire ici et tu sors de la salle. Et tant pis, tu fais un peu le gendarme des fois, mais des fois, il faut faire. Et et comment tu fais tes groupes du coup? Tu mets des introvertis ensemble? Tu mixes à extravertis, introvertis? Alors c'est un peu plus subtil que ça, mais tu peux essayer de faire ça et c'est plutôt pas mal. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des créatifs, les mettre un petit peu avec des gens qui brident, qui sont peu réalistes. Enfin, ça dépend des workshops en plus, je peux pas te faire des généralités comme ça, mais il y a une part de feeling, je te cache pas, où tu sais que enfin, tu vois les affinités ou pendant la pause café, ils commencent à discuter ensemble et tout ça. Des fois, c'est bien. Après, le danger d'avoir un trop grand copinage ou une trop grande proximité, ils veulent pas se vexer les uns les autres et du coup, c'est un peu dommage. Mais voilà, Mmh. c'est une part de risque et après rien ne t'empêche de prévoir 5 exercices et de changer les groupes entre temps. Moi, c'est ce que je fais, hein. Quand ça marche Mmh. pas, je change les groupes. Donc OK. voilà, on en parlera un peu plus, tout à l'heure. J'aimerais quand même vous présenter quelques outils. Un atelier de co-conception, souvent on a en tête que c'est une journée, une demi-journée, 5 jours, 2 heures, mais on peut très bien faire un atelier de co-conception de 30 minutes, comme on peut en faire un de 5 jours. Comme chez Decathlon, des fois, on fait des ateliers comètes qui durent 3 mois et donc il faut vraiment avoir en tête que l'idée, c'est toujours de balancer. Moi, j'aime bien cette notion de balance et d'équilibrage entre la dispo de l'équipe, les enjeux, le timing de délivrer pour, vraiment designer votre atelier en fonction de ça. Alors, comment est-ce qu'on les met en place? Alors déjà, pensez à gérer un atelier comme un événement. OK? Les gens doivent recevoir une invitation, les gens doivent savoir où c'est, quand c'est, pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire, de quelle heure à quelle heure, où ils vont manger. Toutes les questions pratiques, elles doivent être gérées. Donc moi, souvent, j'envoie une invitation, derrière pour, ils la reçoivent par mail et je relance et je leur rappelle. Parce que même en boîte, des fois, on a, sur, 10 personnes, il y a 1 ou 2 qui viennent pas, qui oublient, qui ont un enfant malade ou quoi que ce soit. Mais si on n'a pas relancé, ça devient compliqué. Essayer de trouver aussi un lieu ou en tout cas quelque chose qui est sympathique, qui donne un effet où on n'est pas dans la même salle que d'habitude, où l'éclairage peut changer, où on fait une partie dehors, une partie dedans, où on réserve des ateliers. Sur Paris, il y a une boîte qui loue des appartements, qui sont designés exprès pour faire des ateliers co-conception et franchement, c'est canon, hein. On en a fait quelques-uns, c'est juste, ça crée une ambiance, ça met les gens vraiment dans un esprit où ils vont bon, ça coûte la peau du cul, mais du coup, ils se sentent vraiment créatifs parce que c'est ludique. Genre, il y a des flippers, il y a des billards, il y a des jeux vidéo, il y a des grosses bornes de jeux vidéo, il y a plein de trucs d'arcade qui sont sympas. Alors, votre posture de facilitateur et je crois que c'était un peu le sens de votre question, tout à l'heure, c'est que déjà cette posture-là, il faut que vous la compreniez. C'est des fois plus un savoir-être qu'un truc qu'on va prendre sur place. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Et moi, je pense qu'à 18 ans, on m'aurait demandé de faire un atelier de co-conception, j'aurais été une catastrophe. Et il y a des gens qui ont un don pour ça, ils ont même pas besoin de formation et c'est juste feeling et fluide pour eux. Moi, je suis entre les 2, je sais faire, c'est pas non plus le truc que je kiffe le plus, parce qu'il y a une posture qui est des fois un peu schizophrène à tenir. Alors, on est à la fois un peu un entraîneur, parce qu'il faut donner de l'énergie, de la motivation, et ça, en général, j'y arrive. On est aussi un coach, parce que quand on se décourage et qu'on n'a plus d'idées, il faut quand même remotiver les troupes. On est des fois aussi un psychothérapeute, parce que des fois, il y a des trucs à soulever et tu sens qu'il y a des trucs qui sont lourds sur la création de la marque, et il y a un passif, le truc a pas marché, il y a des gens qui sont partis et du coup, on sent que des fois, il faut un peu aussi accompagner et prendre un temps d'écoute, quitte à pas tenir l'engagement de durée du workshop, hein. Et dire: «OK, le sujet est trop important, on va en parler et tant pis, on refera une deuxième session de workshop». Mais des fois, il y a des choses qui sont vraiment importantes. On est aussi un gendarme, hein. On est des fois aussi un médiateur. Quand il y a 2 groupes qui sont pas contents et qu'il y en a un qui commence à dire: «Ce que tu dis, c'est jamais on ira là-dessus». On est aussi un inventeur parce que des fois, il faut débloquer l'idée et genre se creuser la tête pour solutionner, pour donner des idées qui inspirent, sans donner des réponses. Et aussi, on est un acteur. Moi, des fois, j'ai l'impression que je fais du théâtre quand je fais des ateliers, hein. Bref, plusieurs rôles à gérer et donc vous allez devoir fédérer chaque individu. Donc là, il y a un bouquin que je vous recommande à tous, c'est La communication non violente, hein. Ça ne veut pas dire que vous avez une communication violente, c'est juste, je pense que le titre était mal choisi, c'est juste des façons d'exprimer des besoins. Il faut essayer de tourner des phrases un peu différemment et du coup, ça temporise un petit peu. Moi, j'ai été formée à la médiation, ça m'a fait un bien fou pour les ateliers. Faut montrer que chacun est important, il faut pas dénigrer, il faut pas sourire, il faut essayer de pas pouffer. Il faut essayer de pas, que ça se voit. Il faut encourager: «Ah oui, c'est génial». Essayer de rester un peu, en tant qu'animateur neutre, des fois poker face si c'est pas évident. Vous êtes là pour présenter le cadre et respecter le timing. Quand un atelier doit durer 30 minutes, ça dure 30 minutes et donc il faut vraiment le mesurer parce que sinon après tout le monde va être à la bourre, il va y avoir un stress, vous allez pas pouvoir finir et cetera. Un point qui est important et c'est celui que j'ai mis en gras, c'est il y a des aspects juridiques et déontologiques à respecter, OK? Même si c'est freestyle, même si, voilà, il y a pas de dangerosité, respect si vous enregistrez, demandez l'avis des gens, pour être sûr que vous avez le droit de le faire. Si vous faites venir des participants internes, cadrez bien la rémunération. Pour info, faire venir des utilisateurs sans les rémunérer, c'est du travail au black, OK, d'un point de vue légal. Donc il faut les rémunérer.
Donc, il faut mettre souvent en place des contrats. Donc des fois, on nous impose un contrat de travail. Chez Decathlon, on était obligé de demander aux utilisateurs qui venaient pour 1 heure d'aller s'inscrire dans une agence intérim pour venir faire une prestation pour nous de 1 heure. Voilà, donc il y a un cadre légal. Après, il y a des choses qui sont un peu moins légales, mais qui passent, genre les tickets cadeaux, enfin les chèques cadeaux et cetera, ça passe aussi. Mais normalement, vous êtes censés rémunérer vos testeurs. Surtout, stockez pas les adresses mail et les, numéros de téléphone des participants n'importe où. OK, il y a des RGPD qui existent. Si on apprend qu'un jour vous avez stocké sur un fichier Excel, Drive, Google non protégé et que le fichier est hébergé, hors de l'Union européenne, vous faites dégommer, hein. Donc faites vachement gaffe à ça, c'est hyper important. Évitez de donner votre point de vue, restez neutre et bienveillant avec le sourire et soignez bien vos consignes. Alors moi, je sais que j'ai tendance à les bâcler un petit peu, donc testez vos consignes auprès de quelqu'un. Genre, moi, ma mère, elle me sert, testeuse, des fois je lui explique, la consigne. Je dis: «Est-ce que j'ai été claire?» Elle me dit: «Non, je suis pas sûre d'avoir compris qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. C'est quoi une user story?» Je fais: «Ah bah, du coup, il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est qu'une user story, donc il faut que je parle et que j'explique ce que c'est. Mais si vos consignes sont pas claires, vous allez voir un couillon qui va dire: "Ah, je comprends rien, c'est nul"». Et là, vous êtes foutus parce que du coup, tout le monde va commencer à dire la même chose. Il faut que quand vous créez un atelier, vous ayez déjà le template de restitution. À quoi va ressembler la réponse? À quoi vont ressembler les catégories des idées que vous avez représentées? Donc, essayez de faire vous-même le workshop ou de demander à quelques personnes autour de vous pour voir à quoi ça va ressembler. Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir mapper un petit peu, déjà organiser mes post-it dans des espaces que j'ai déjà prévus à leur effet. Et du coup, la réussite est extrêmement fluide. Donc voilà, soigner les consignes et anticiper. Je l'ai dit, hein, j'ai déjà insisté là-dessus, mais guider, respecter le timing, le temps de parole, écouter les réactions relancées et mémoriser les réponses, c'est 4 actions qu'il est très difficile de faire en même temps. Donc au début, vous allez merder. C'est pas grave, on est OK avec ça. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que le premier workshop, je montre comment je fais, ensuite je soutiens la personne qui le fait et ensuite je la laisse en autonomie. Comme ça, au moins, il y a 3 phases derrière. Mais c'est jamais évident, hein, vous allez toujours vivre des galères. Moi, ça fait 15 ans que j'anime des workshops, je me suis pris un gros taquet cette année, donc ça va arriver. Je vous ai fait un best-of, je crois, de toutes les merdes q ouais, il arrive, hein. Ça, c'est toutes les merdes qui me sont arrivées en 2018, donc juste 2018, hein. Un café renversé sur les exos, écrit au crayon, on voyait plus rien, il fallait recommencer, bordel. 2 personnes qui étaient ou qui avaient oublié le rendez-vous et puis le matos qui est pas arrivé, donc j'avais plus les agrafeuses, plus le proto qui avait disparu, on savait plus où il était. La connectique, impossible de connecter l'ordinateur sur le rétroprojecteur, donc j'ai dû improviser l'exercice. 4 participants qui sont pas venus. Plus de batterie sur mon PC que j'avais oublié à Montpellier, donc à 4 heures de route. Donc bonjour le freestyle. Des post-it qui collaient pas. Alors il y a une marque de post-it, je vous la dirai pas, pour pas vous influencer parce que peut-être que maintenant elle remarche, mais alors il y a une marque de post-it que moi j'achète plus et que j'achèterai plus jamais. Parce que les post-it au début, on les colle, puis ils se gondolent comme ça et puis après ils tombent sur le mur. Tombe du mur. Donc du coup, on devait tout rescotcher, derrière. Enfin, c'était la cata, on a arraché des bouts de peinture, bref. J'ai un participant qui a rage quitté, vraiment, donc du coup, il a dit: «C'est de la merde, je me casse». Mais vraiment comme ça. Un participant que j'ai braqué. Une alarme à incendie, ça c'est sympa en 2018, le petit, alarme à incendie qui se déclenche, en plein milieu de l'atelier. Du coup, tu sais que tu es foutu lié au timing parce que tu avais prévu que c'était just. Mon assistant qui a disparu. Il a disparu pendant 1 heure et demie sur un atelier de 3 heures. Je ne savais pas où il était. Et du coup, l'imprimante couleur qui m'a lâché quand je devais imprimer les exercices à faire aussi, ça voilà, c'est des choses qui m'arrivent très régulièrement. Donc vous allez avoir des merdouilles. Le truc, c'est de rester zen, d'avoir confiance en vous, en votre capacité à gérer le workshop malgré tout ça et puis à en plaisanter, en fait. C'est ce qui marche le mieux en général quand vous merdez vos ateliers. Ça marche pas toujours, mais bon. Hop, déroulé du workshop. Alors, du coup, je vous parlais des techniques d'animation. Alors aujourd'hui, mon objectif n'est pas du tout de vous dérouler toutes les techniques d'animation de workshop qu'il y a. Il y a des bouquins là-dessus, spécifiques. Il y en a plein dans Design Sprint, il y en a plein dans Atelier de conception. Je vous donnerai les références après. Je vous en montre juste quelques-unes que j'aime bien utiliser et l'image là, c'est des fiches PDF que j'ai développées moi pour mes ateliers. Donc il y a des trucs, c'est des trucs qui existent déjà, comme le Spaghetti Challenge. Mais il y a des trucs, c'est des outils que j'ai développés moi-même. Donc là, je vous ai présenté, le UX Card de Karine Lallemand, qui est madame UX en France, qui a écrit le bouquin le plus lu, en UX en France, qui a créé ces UX cards qui sont pas mal quand on réfléchit côté utilisateur. Donc il y a plein de cartes sur les motivations et du coup, en fait, on comprend dans le parcours qu'il y a des motivations différentes et puis on va vérifier que, par exemple, on les a bien suivies, qu'on a conçu le produit. Il y a une technique que je déteste, c'est les chapeaux de Bono. Les chapeaux de Bono, en fait, chacun va prendre un chapeau pour voir la solution qui a été proposée. Donc il y a l'optimiste, il y a le créatif, il y a la personne qui a bien tout organisé, il y a le jugement négatif, il y a l'émotion, il y a la neutralité. Et du coup, c'est intéressant parce que l'idée va être challengée.
En revanche, tout le monde ne peut pas porter n'importe quel chapeau, ça crée un peu de gêne. Il y a des gens qui adorent critiquer. Il faut dire: «Ah, le produit est génial», un truc, ils sont pas à l'aise. Il y a des gens qui sont très carrés, organisationnels et on voit que là, il y a des limites, personnelles à réussir à faire fonctionner cet atelier. Ce que j'avais fait à l'époque et je travaillais pas encore chez Asmodée qui édite le Millboard en France, j'avais fait un Millboard, avec, les pain points utilisateurs qu'on avait détectés et du coup, chaque équipe venait piocher une carte et puis elle tombait sur un accident, ou quelque chose de positif que la personne avait. Le covoiturage, tiens, j'ai pioché la cage covoiturage et du coup, ils avaient chacun 3 minutes pour trouver une solution à proposer par rapport au covoiturage et la designer. Et après, il y avait: «Ah bah tiens, mon utilisateur prend un excès de vitesse». Je suis en train de conduire, j'ai mon vieil Michelin qui me détecte que j'ai fait un excès de vitesse, qui me dit, par exemple, le prix de l'amende que je vais prendre et le nombre de points que j'aurai en moins sur mon truc. Donc voilà, on imaginait des services. Tu avais, départ en vacances, bah tiens, il faut que je refasse mes niveaux et cetera. Mettez des situations utilisateurs dans les cartes et du coup, chacun venait piocher des cartes pour générer des idées et c'était assez, sympa et assez smooth à suivre. Donc vous avez vu, on générait plein de post-it, derrière. Donc voilà, vous pouvez aussi développer des idées, détourner des jeux de société, c'est cool aussi, c'est ce qu'on fait pas mal, d'ailleurs. Donc voilà, vous avez plein de façons de faire. Alors, on parlait du icebreaker. Alors, le icebreaker et les warm-up, comme je disais, avant de choisir celui que vous allez prendre pour l'atelier, vous devez définir à quoi doit me servir le warm-up. Est-ce que je vais est-ce que je vais mettre les gens à l'aise, les faire rire? Est-ce que je veux développer leur sentiment d'efficacité? Donc, est-ce qu'ils doivent se sentir capables d'arriver à faire quelque chose? Heu, Parce que si on fait un icebreaker qui est trop dur ou trop complexe, là, on va avoir la personne qui va se braquer, ça va être compliqué. Donc il faut via, le icebreaker ou le warm-up, donner une impression de facilité. Donc je vais vous en montrer un qui marche à chaque fois et qui est rigolo. Est-ce que vous avez envie de mettre les gens en compétition? Alors ça marchait très bien à Decat où tout le monde était un peu en mode compète et du coup, c'était le groupe qui se donnait la meilleure idée, donc je faisais un peu des challenges, celui qui fait ça va gagner truc, pour les motiver. Est-ce que vos objectifs par rapport à ça, vont décider de quel icebreaker vous allez utiliser. Alors je vais vous montrer plutôt 2 warm-up. Je sais pas si je l'ai fait avec vous, celui-ci. OK, alors il est cool celui-là, c'est les usages détournés de certains objets. Par exemple, une fourchette, ça peut servir à manger, mais ça peut aussi servir à se coiffer. Qu'est-ce que j'ai eu? Ouvrir une porte, heu, avec, faire des haies de jardin pour les nains, crever des yeux. Tu les laisses d'abord réfléchir, en équipe. Tu leur, dis: «Vous avez 45 secondes pour choisir l'objet». Vous générez des idées en solo pendant 1 minute 30 et ensuite vous vous mettez ensemble pour générer encore plus d'idées ensemble et c'est le groupe qui a le plus d'idées qui gagne. Et du coup, c'est marrant parce qu'ils inventent des trucs, complètement fou, avec des objets du quotidien qu'on n'imagine même pas. Ça met dans une ambiance de créativité et de collaboration parce qu'on travaille ensemble pour avoir les meilleures idées. Les habitue à piquer les idées des autres pour, faire autre chose. Par exemple, la feuille: «Ah bah tiens, elle me servir de cornet de frites. Ah bah, elle va me servir de haut-parleur». Pique les idées entre eux pour en avoir plus. Donc ça, c'est une bonne façon de faire quand on veut vraiment les amener à s'affranchir d'un cadre existant, donc d'un usage existant d'un objet pour aller vers autre chose. Je vous en montre un autre. Et celui-là, c'est moi qui l'ai inventé, alors je ne sais pas si vous le voyez ailleurs, j'appelle le speed it up parce que je suis speed et j'aime bien l'utiliser celui-ci. Donc en gros, je leur donne une feuille A4, heu, normale, hein, une feuille comme ça et je leur dis: «Vous aurez droit qu'à une feuille A4, pas de stylo, pas de ciseaux, rien. Vous démerdez avec cette feuille-là et vous devez faire alors aucune question tolérée». Déjà, tu vois, je mets le cadre un peu contraignant et le premier qui a fini tape sur la table. En général, je leur demande de faire beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de monde. Je leur dis: «Avec cette feuille-là, faites-moi un carré». Alors en général, le carré, ça va, ils vont plier en diagonale, ils vont replier derrière et puis ils font le carré. Je leur demande le triangle. Alors du coup, il y en a qui essaient de faire des triangles, équilatéraux, isocèles, je m'en fous, je veux juste un triangle, normal et je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué pour eux de faire des triangles quelconques. «Faites-moi un triangle quelconque maintenant» et là, du coup, tu vois gros PLS, mais genre: «C'est quoi un triangle quelconque?» et tout, tu vois? Ils y arrivent. Je leur dis plutôt que quelconque, un triangle ni isocèle, ni équilatéral, ni rectangle et là, en général, tu vois, c'est la grosse panique à bord. Le losange, ça va. Alors les plus malins, ils vont prendre le carré, ils vont le tourner comme ça. Le rond, alors ça, je me marre souvent sur le rond parce que la façon la plus facile de faire un rond avec une feuille, c'est tu l'enroules. Je sais pas si vous voyez l'image et vous faites comme ça. En gros, on la roule derrière. Et il y a des gens qui s'amusent à plier les coins. Il y a des gens qui s'amusent à le découper. Il y a des gens qui le roulent en boule aussi pour faire le rond et qui l'aplatissent. Donc il y a plein de façons. À l'étoile aussi, je me marre beaucoup. La façon la plus simple, c'est de faire 2 triangles qu'on superpose l'un sur l'autre. En fait, on se marre bien parce que des fois, j'en dis: «Mais non, mais c'est pas une étoile, il y a 4 coins» et du coup, c'est drôle, ça crée une espèce d'ambiance conviviale, par rapport à ça et encore une fois, vous allez pouvoir, avec des jeux de société aussi, créer des icebreakers qui sont juste incroyables. Allez, deuxième étape, c'est de bien cadrer le projet. Donc on est là pour, suspendre son jugement, pour encourager les idées folles, pour construire avec les idées des autres, pour chercher la quantité des idées. Donc là, déjà, on planifie un peu ça. On peut piquer les idées des autres, et surtout, ce que j'aime bien dire, c'est déjà une idée par post-it. Si vous êtes en présentiel, dites-le 3 ou 4 fois parce que les gens, ils entendent pas ça, hein.
et ils écrivent toutes leurs idées. Il y a toujours un couillon pour écrire toutes leurs idées sur un seul post-it. Du coup, c'est impossible après de le classifier. Donc, tu es obligé de le découper. C'est écrit petit, c'est la cata. Ça, je l'affiche. Je fais un gros paperboard, j'affiche, je dis: «C'est ça les règles. Donc rappelez-vous» et tu les répètes et tu les répètes et tu les répètes. La bienveillance, pas de censure, pas de téléphone et puis indiquez-moi vos contraintes. Si vous devez partir à 14h, partez à 14h, mais prévenez-moi avant. Et alors, il y a d'autres collègues qui vont plutôt utiliser la méthode CQF. Donc pas de censure, privilège à quantité et F. Je crois que même le D derrière, mais je ne sais même plus ce qui veut dire le D. Moi, je préfère, du coup, m'adapter un peu au contexte, à la problématique derrière. Puis du coup, une fois qu'on a présenté ce cadre-là, on va dire, quelle problématique on va traiter aujourd'hui? C'est quoi les limites? On n'ira pas faire ça, on n'ira pas faire ça, on va juste focuser là-dessus. Donc on vient vraiment cadrer le sujet. Donc là, après, c'est rebelote. On rentre dans le vif du sujet, donc on fait la phase d'inspiration, de divergence, d'exploration. On peut la faire plusieurs fois, hein. On peut même diverger plusieurs fois, converger plusieurs fois, ça, on s'en fiche. Et puis après derrière, il y a souvent une phase de mise en action et de plan d'action. On va peut-être faire du proto, des études quanti, du MVP ou du scénario suite au workshop. OK, donc ça, c'est toutes les étapes. Je vais vous partager un outil, qui est mon outil 2021 que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui me fait kiffer, un outil de créativité. Alors c'est, monsieur, Zwicky qui a inventé ça, qui était un homme très truculent et en fait, il était très misanthrope, mais il avait un génie sur la créativité et du coup, il a bossé sur, l'astronomie et sa façon de créer ça, c'est qu'en gros, il a tout listé, donc tout ce qui était support, structure, mode de lecture, diffusion, enfin, il se faisait des catégories comme ça et puis en workshop, il piochait des mots au hasard, il essayait de faire des phrases avec. Les phrases, des fois, elles voulaient rien dire, donc du coup, il faisait validation de l'hypothèse oui, non et en fait, c'est comme ça qu'il a bossé sur les trous noirs ou je sais pas quoi, qu'il a trouvé des phrases absolues. Donc en gros, en pratique, dans un workshop, tu pourrais très bien dire: «On va créer des mots-clés, des mots valises, on a une problématique, donc on va mettre utilisateur, hein, technologie, plein, donc on vient générer ça et puis on essaie de faire des phrases avec ça». Donc il y a des phrases qui marchent pas, par exemple: «Les trous noirs font naître la lumière», c'est pas le cas et puis il y a des phrases qui marchent comme: «Le trou noir empêche la matière de s'échapper» et du coup, c'est une technique qu'il appelle l'analyse morphologique. Donc en gros, on fait des catégories, puis on vient mélanger tout ça, qui je pense en termes de créativité est vraiment très libre parce que tu viens générer des phrases à partir de mots qui sont en lien avec ta problématique. Donc d'abord, tu viens diverger, genre tu fais un mind map avec tous les mots-clés de ton sujet et ensuite tu essaies de faire des phrases entre eux. Je trouve ça assez canon quoi et c'est un truc qui date du siècle dernier. Donc bref, il y a plein de techniques. Alors, juste, pour préciser, les techniques, je vous enverrai vers des références si vous voulez en savoir plus. Donc je vous ai parlé du chapeau de Bono, du design sprint, il y a le How May We, il y a les, ateliers de vision. Derrière, il y a plein de façons de manager ça. La vie aussi, tu les connais. Et maintenant, je vais vous montrer sur quoi on peut faire des ateliers de co-conception. Alors, un atelier de co-conception, on peut le faire sur du tout et du n'importe quoi. Je vous ai mis ici, par exemple, on peut le faire sur, en fonction d'un niveau de granularité comme un niveau de complexité. Alors là, si on voit vraiment au tout micro truc, on peut juste faire un atelier de co-conception sur des mots. Par exemple, choisir un nom de jeu. Très bien, faisons-le en atelier de co-conception, on vient juste choisir un mot. On peut aussi choisir de faire une phrase ou de faire carrément un texte ensemble en atelier de co-conception. On peut aussi faire, je sais pas, un mot, un bouton, une couleur, un site web et cetera. On peut vraiment aller du micro truc, comme un nom ou un logo jusqu'au méga truc, qui est le site web complet. Et donc à chaque fois que vous allez réfléchir à atelier de co-conception, tout en théorie que ce que vous devez créer peut être fait en atelier de co-conception. Des jeux de société peuvent être faits en atelier de co-conception. Et nous là chez Decathlon, c'est nous à l'époque, on faisait des, coloramas. On faisait des coloramas en co-conception. Donc on faisait venir des utilisateurs qui choisissaient les couleurs, qui verbalisaient, du coup on crée des harmonies de couleurs en co-conception. Donc ça, c'est aussi possible. On peut quasiment faire du tout et du n'importe quoi avec, hein. Du coup, juste par rapport à ça, Mmh. si tout peut être sujet à un atelier de co-conception, quand Oui, est-ce qu'on détermine que là, ça vaut le coup de faire un atelier de co-conception et là, non? alors déjà, 1re raison, c'est la politique. Si tu as un designer, qui dit: «Non, mais c'est moi le créateur, le créatif», en général, tu les entends parce qu'ils disent tout le temps «moi je», dans toutes leurs phrases, et puis tu sens qu'ils ont un ego, qui passe avant eux quand ils passent une porte. Ça, il faut pas y aller, il faut pas essayer de lui dire: «On va t'aider à faire un truc de co-conception». Souvent, malheureusement, c'est les gens qui viennent te demander à toi un atelier de co-conception. C'est rarement toi qui dis: «Ça, on pourrait le faire en atelier de co-conception». Donc c'est un peu triste, mais c'est souvent comme ça. Voilà, j'ai des projets dont je peux pas vous parler, mais j'aurais aimé les proposer en co-conception et je me prends un gros pushback à la part des équipes qui veulent pas du tout entendre parler. Je dirais que, si tu as la certitude que le faire à plusieurs, ça t'amènera plus de poids, c'est que c'est un bon sujet. Si tu penses que tout seul, tu peux mieux faire et que tu vas pas perdre de temps, c'est le ratio efficacité, créativité. OK. Alors on va passer sur le niveau de détail. Donc je vous dis, on peut quasiment tout tester. Mais en revanche, si vous voulez avoir des feedbacks pertinents de la part des utilisateurs, il faut quand même un niveau de compréhension de ce que vous faites qui est clair pour tout le monde. Cette façon de présenter visuellement, elle doit être compréhensible par les gens auxquels vous faites participer à un atelier de co-conception. Présenter un mock-up à un utilisateur qui ne sait pas ce que c'est, ça devient compliqué. Et souvent, il y a des biais quand on fait des tests utilisateurs sur des mock-ups, donc plutôt sur la partie gauche
des schémas, bah, c'est déjà le mec il comprend pas ce que ça veut dire la croix, tu vois? La croix, bah, c'est une image, mais du coup pour lui c'est pas clair, il se projette pas, il est pas à l'aise avec ça. Il y a des gens qui ont une capacité d'abstraction très forte et on peut leur présenter des trucs très à l'arrache comme le truc est complètement à gauche. Il y a des gens qui ont besoin de voir le truc fini pour comprendre ce que c'est et limite d'avoir le téléphone en main pour comprendre et se projeter sur leur vraie, utilisation et leur vraie pensée du sujet. Donc ça, du coup, le curseur, il va falloir le poser en fonction de l'atelier sur lequel vous posez. Si vous êtes avec des experts, vous pouvez aller sur un truc qui est un peu plus, genre le deuxième, genre, une espèce de dessin sur un téléphone pour présenter des choses. Si vous êtes face à un utilisateur, je pense qu'il faut au moins être sur le quatrième, cinquième ou même le dernier pour présenter concrètement ce que c'est. Et du coup, vous allez pouvoir aussi déterminer le niveau de finesse de ce que vous voulez avoir en co-conception. OK? Donc je dis, on peut parler de tous les sujets, mais sur chacun des sujets, il va falloir aller dans le détail. Alors le storyboard, qui est une façon de présenter des idées. Alors les idées que vous avez en workshop des fois et surtout sur le design sprint, elles peuvent être très abstraites. Comme par exemple, je vais créer une application pour, faire une espèce de Tinder entre les covoitureurs. Genre un Blablacar mais un peu mieux quoi, mais juste côté covoitureur. Plutôt que de faire cette phrase-là, ce qui est mieux, c'est de le présenter visuellement, à quoi ça va ressembler. Donc on peut faire des phrases, vous voyez ici, pour expliquer ce que c'est. Donc OK, d'abord tu vas faire machin chose, puis tu vas faire pour expliciter un peu. Mais aussi, on peut faire une espèce de BD pour expliquer, bah, à 9 heures je fais ci, puis et cetera. Et puis présenter plutôt ce que vous allez voir sur l'écran. Ou même faire une vidéo pour expliquer ce que c'est ou un PowerPoint pour expliquer ce qui va être derrière l'image. Donc ou même carrément, il y a des gens qui, en atelier de conception, font le site en 2-2, je sais pas comment ils font, mais, j'ai déjà vu ça. Et nous, ce qu'on avait fait, chez Decathlon pour expliquer, par exemple, qu'on voulait développer des produits connectés, qui permettent de compter parce que le pire truc en muscu, pour ceux qui connaissent, c'est de compter combien de répétitions on fait. Et plutôt que d'expliquer ça, et ben, on leur a fait des schémas comme ça pour expliquer ce que c'était. Voilà, comme ça, il y avait l'application, je peux voir ça et cetera. Et donc votre façon de concrétiser, derrière les outils, ça peut aller de la phrase, si vous êtes en équipe projet et que tout le monde se comprend, à la user journée, jusqu'à la réalisation du prototype final, derrière pour montrer un niveau de granularité différent. Travail préparatoire, je vous ai parlé de mes techniques ninja, celui-ci c'en est une. Plutôt que d'arriver et de dire quelles données on pourrait récolter, allez, on va faire un workshop de 30 minutes là-dessus, ben, on a fait la liste exhaustive. Chacun m'a envoyé par mail ce qu'il pensait utile comme étant les données à récolter. On fait une espèce d'analyse morphologique où on s'est dit quelles données croisées seraient intéressantes à analyser et on a fait des phrases entre bah, je connais cette donnée, cette donnée, cette donnée-là. Et du coup, de ces phrases-là, on a développé des services. Donc ça, c'est du travail préparatoire puisque pendant le workshop, j'avais déjà ce tableau qui était prêt et du coup, on a juste rayé les données inutiles et fait des phrases avec les données qu'on voulait garder. Un autre travail de réalisation, c'était sur Just Dance. On a demandé aux utilisateurs qu'est-ce que Just Dance, ça voulait dire pour eux. Ils devaient mettre des images et des mots-clés pour expliquer ce que ça voulait dire Just Dance pour eux. Et donc, ils nous ont présenté ces moodboards qui sont extrêmement qualitatives, hein, c'est chouette. Mais du coup, c'était drôle de voir, par exemple, qu'on a le jeu de société. Moi, jouer à Just Dance, c'est comme si je faisais un jeu de société avec mes potes. Je me marre, etc. On est parti de ces moodboards-là pour créer après quelle était l'identité visuelle de Just Dance en workshop. Donc on a repris les anciens éléments du design et les nouveaux qui étaient proposés par les utilisateurs pour créer un espèce de micmac et travailler sur l'identité graphique du jeu. Donc ça, c'est une très bonne façon de faire l'atelier de co-conception. Si en revanche, pendant le workshop, je leur avais dit, bah, maintenant, cherchez vos images, cherchez vos mots sur Just Dance, on aurait perdu un temps incroyable. Les gens seraient sur leur PC, en solo, en train de chercher les trucs. Or, ils sont venus avec ça en préparation, donc il y a eu du découpage, de la préparation. Et on a retravaillé le visuel de Just Dance grâce à tout ça. Ça, c'est le Feel and Sport. C'est en gros, on avait développé aussi un outil longitudinal, mais c'est pas rien à voir. On l'avait fait en co-conception. Excusez-moi. Pareil, ça, c'est le genre d'exercice solo que je donne à l'atelier de co-conception. Quand on présente une idée, je leur demande souvent, bah, cette planche, cette idée, cette mood board, quelle émotion elle provoque pour moi? Et du coup, je leur en montre 5 et du coup, ils font ça en solo un peu pour se détendre, derrière. Donc maintenant, ce que je fais souvent, je fais des Google Forms pour que pendant l'atelier de conception, au moins, ce soit rentré automatiquement déjà et que j'ai les résultats qui s'affichent en live, derrière sur ça. Ah ben tiens, telle image, elle a montré tel vécu émotionnel, comme ça va encore plus vite. Mais, je vais travailler un peu en solo pour, casser un peu la dynamique de groupe quand elle est négative et souvent, ça m'arrive, hein, j'ai des exos ou des ateliers de backup, des exos en plus. C'est-à-dire que je sais que je les ferai pas, sauf s'il y a un gros contretemps, sauf si on va trop vite, sauf si, il y a besoin de séparer les groupes et cetera. Donc je prévois toujours un petit peu, sous le coude, du gras pour pallier à des difficultés que je rencontrerai dans les ateliers. Secret, je vous en ai parlé, hein. Je pense que je vous les ai tous dit petit à petit parce que vous m'avez déjà posé des questions, mais celle-là, je vous en ai pas parlé, mais elle est hyper, hyper importante. Si vous avez dans vos entreprises des gens qui sont très réticents à la co-conception et tout ça, faites-les travailler avec vous pour, créer l'atelier de co-conception. Voilà, je veux faire ça, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu penses que l'exercice est sympa? Qu'est-ce que tu ferais toi? Et cetera. Parce que du coup, il va être engagé et du coup, il va promouvoir le projet. Donc ça va faire un peu baisser sa dissonance cognitive par rapport à ça. Ça, c'est un truc que vous devez savoir faire, hein. Vous choisissez un sujet et du coup, vous designez, bah, votre sujet, c'est quoi? Combien de personnes vous faites venir? Est-ce que vous faites venir des influenceurs, des utilisateurs ou pas? Quelle durée ça va durer? Quel icebreaker? Quel warm-up? Et puis détailler les étapes de votre atelier.
En général, c'est ça que je demande comme livrable après la formation que je viens de vous faire. Moi, ce que je fais, c'est que je donne des malus pendant qu'ils font l'exercice de restitution. Je leur dis: «Bah, là, vous avez un participant qui monopolise la parole, qu'est-ce que vous faites?» Ça arrive souvent. C'est quoi la phrase que vous dites? Tu perds tes supports, qu'est-ce que tu fais? Un participant se montre moqueur, comment tu le recadres? Les participants se dispersent, les participants font du hors-sujet, comment tu fais? À la fin, pensez à demander un question de satisfaction si c'est pour de l'interne. Est-ce que les gens ont été contents de faire l'atelier de co-conception avec vous? Et après, voilà, c'est juste des façons de traiter les résultats, mais ça, je pense que si vous faites pas des exercices, ça sert à rien que je vous montre ça. Faire des nuages de mots, faire des graphes, voilà. Pour finir et respecter le timing, comme je vous l'avais promis, les petits livres qu'il faut avoir lus pour les ateliers de conception, pour moi, il y en a 2, c'est le Design Sprint et Game Storming, qui sont assez chouettes tous les 2 pour vous apprendre à faire des ateliers de co-conception. Donc voilà, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions?